merci à toute l'équipe du musée de m'avoir invité à prononcer cette conférence. Je lance le PowerPoint. Normalement, Normalement, on doit être bon. Effectivement, pour moi, c'est beaucoup de souvenirs, Loupian, parce que lors de mes premières années d'archéologie, je suis venu apprendre, et j'ai appris beaucoup ici sur la fouille de la villa des Prébat à Loupian, aux côtés de Christophe, aux côtés de Yuri, et puis j'ai rencontré aussi des amis comme Delphine, qui voilà, et depuis 30 ans, voilà, on se croise, on travaille ensemble et on a noué des liens d'amitié et de collaboration. Voilà, donc je vais vous présenter donc une fouille sur un camp romain, des camps romains. Alors vous allez voir pourquoi parfois j'en parle au singulier, parfois j'en parle au pluriel, puisque en fait il y a plusieurs camps au même emplacement. On pourrait parler aussi de cette installation militaire, mais aussi on pourrait parler d'une autre installation militaire que notre équipe a fouillée à Orange un peu plus récemment. Et tout ça est très intéressant puisque, comme l'indiquait Christophe en introduction, on est resté longtemps sans vestiges militaires de la conquête romaine dans le sud de la France. On connaissait évidemment les sites d'Alésia, de Gergovie, depuis la fin du 19e siècle. Les archéologues travaillent dessus. À l'étranger aussi, on a en Espagne à Numance des camps de l'armée romaine très anciens. On en connaît aussi en Allemagne, beaucoup des camps qui sont plus récents, mais dans le sud de la France, pas de camps. Alors même que notre région a été conquise très tôt par l'armée romaine, au cours d'épisodes qui ont duré d'ailleurs pendant longtemps, puisque la conquête, on la situe aux alentours de 125 avant Jésus-Christ, 125-120 avant Jésus-Christ, et on sait que le contexte militaire est resté tendu au moins jusqu'à la guerre des Gaules, jusqu'en 50 avant Jésus-Christ. Donc pendant 75 ans, voilà, il s'est passé des choses et il y avait évidemment des traces de cette présence militaire à trouver et à rechercher. Mais vous allez le voir aujourd'hui, on les a pas trouvées pendant longtemps puisqu'en fait elles sont extrêmement diffuses, difficiles à voir, ça laisse finalement peu de vestiges. Et c'est grâce au progrès des techniques de l'archéologie, c'est grâce aussi aux lois qu'on a en France, qui sont des lois euh, très efficaces sur l'archéologie préventive, qui permettent de développer de grandes fouilles, qu'on a pu faire ces découvertes. Alors, le travail que je présente aujourd'hui, c'est le travail qui a été mené par une équipe importante que je représente aujourd'hui. Alors, je ne les ai pas tous cités. Il y a une trentaine de personnes qui ont collaboré dans ce projet, mais j'ai mis ici en avant deux collègues qui m'ont particulièrement aidé donc à préparer cette conférence. Donc, avant de commencer, un camp romain, évidemment, pour se faire une idée, une représentation mentale de ce que c'est à l'époque considéré, c'est Baba au Rome, évidemment. Alors, bien entendu, les dessins de Astérix représentent avec quelques erreurs ce qu'étaient ces camps. On discutera de ces problèmes de reconstitution des camps, mais donne quand même une bonne idée de ce que c'était, des grandes lignes de ce que c'était que les camps de cette époque-là, puisque là, on est à l'époque de la guerre des Gaules, dans Astérix, avec César qui est encore présent sur le sol gaulois. Mais donc c'est une fortification faite d'un fossé, une palissade accompagnée d'une levée de terre, et donc à l'intérieur de cette fortification, une série de tentes qui abritent donc les soldats romains, et une partie centrale qui est dédiée donc au commandement de la légion ou des différentes légions qui peuvent être regroupées à l'intérieur de ces camps. Donc voilà, petit clin d'œil à Astérix pour commencer. Euh, concernant donc le site de l'Autagne, donc on se trouve sur la commune de Valence, juste à côté
L'agglomération actuelle et la zone qui nous intéresse se situe au sud. C'est marqué ici donc d'une emprise rouge. C'est l'emplacement de la foule. Le plateau de l'Autagne, c'est un plateau, vous allez le voir sur les images suivantes, qui surplombe la ville actuelle de Valence, qui est une ville romaine. Une ville va se développer, une ville assez importante va se développer à l'époque romaine. Et par chance pour les archéologues, par contre, la ville ne s'est pas développée sur le plateau lui-même, qui est resté pendant des millénaires comme un espace agricole, ce qui a permis donc la conservation des vestiges que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors on peut regarder donc une petite photo aérienne des lieux. Le plateau se situe donc en bas à gauche. Voilà, et le petit trait marque donc le rebord du plateau. Et voilà, juste pour vous donner une idée du panorama, c'est un site donc qui présente des topographies intéressantes puisque c'est un très très grand plateau qui surplombe d'une cinquantaine de mètres la ville actuelle de Valence et qui a l'autre avantage donc de se situer juste à côté du Rhône. Donc pour des militaires, et notamment pour des militaires qui conduisent une grande armée, c'est un site absolument idéal puisqu'il est en hauteur. Il permet de contrôler visuellement à 360 degrés le paysage environnant. Il permet, de par sa platitude, ce lieu, d'installer une armée et la proximité du Rhône. Donc, elle autorise le ravitaillement de ces armées, puisque vous allez le voir, on parle de l'armée romaine, donc une armée dans laquelle il y a beaucoup de bouches à nourrir. Donc, il faut évidemment pouvoir ravitailler cette armée. Alors vous avez ici donc un plan cette fois-ci, un plan schématique des fouilles archéologiques. Donc je l'ai pas précisé, mais il s'agit de fouilles qui ont été réalisées donc avant l'aménagement d'une zone d'activité, puisque aujourd'hui ces vestiges sont recouverts par des grands bâtiments d'entreprise. Donc c'est une fouille préventive qui a été prescrite par le ministère de la Culture et donc qui a été financée par la communauté d'agglomération de Valence. Alors il s'agit d'une fouille importante hein, puisqu'elle s'est étendue sur une surface de 12 hectares. Vous en verrez plus précisément la localisation tout à l'heure. Le site était pas inconnu des archéologues, hein, il est connu anciennement, mais on a commencé à l'identifier comme un possible camp romain dans les années 90. Vous voyez au milieu il y a marqué Aliment 91. C'est les méthodes de citation bibliographique qu'on utilise nous autres archéologues et un aliment est la première personne à véritablement avoir commencé à caractériser les premiers vestiges de ces camps. Donc vous voyez ici plusieurs figures rectangulaires qui se chevauchent. Et bien c'est les emplacements d'au moins 5 camps romains qui ont, à la faveur de différents travaux, été repérés sur le plateau. Donc ici, pour faciliter la reconnaissance, j'ai mis quelques couleurs, voilà, avec l'idée qu'on se fait aujourd'hui de l'enchaînement chronologique de ces camps, puisque ces camps, vous voyez, ils ont des orientations différentes. C'est pas des camps, évidemment, qui ont été au même moment, c'est des camps un peu comme des poupées gigognes qui se sont succédés les uns aux autres. C'est des camps qui sont très grands, mais ça ne nous surprend pas, parce que l'armée romaine était à cette époque capable de fortifier des camps de plusieurs dizaines d'hectares. À Numance, on a des camps qui atteignent 50 hectares, 60 hectares. Donc le premier camp, semble-t-il, dans l'état de nos connaissances, le plus ancien, fait 36 hectares. Il a des angles carrés. Le second camp, par ordre chronologique, ici en bleu clair, fait, d'après nos connaissances, une vingtaine d'hectares. Il a aussi des angles, alors d'un côté carré, de l'autre un petit peu arrondi. Le troisième camp, alors c'est celui qui va le plus nous intéresser aujourd'hui, puisque c'est celui sur lequel on a pu faire le plus d'observations, ferait 40 à 45 hectares de superficie. Donc c'est vraiment très très grand. Hein. Pour vous donner un ordre de grandeur et de comparaison, un stade de foot, c'est un peu moins d'un hectare. Donc il faut imaginer 45 stades de football, voire un petit peu plus, mis les uns à côté des autres pour imaginer
la surface occupée par ces fortifications. Le quatrième camp donc est ici. Alors on le voit pas très bien parce que pour les besoins de la présentation, j'ai pas pu faire figurer ce détail-là, mais c'est un camp en carte à jouer, donc aux angles légèrement arrondis, modèle qu'on retrouve notamment sur le camp de César à Gergovie. Et il existe enfin un cinquième camp qui est ici tracé en vert, qui est apparemment plus petit, qui est moins bien connu. Voilà, les observations qui ont pu être faites sur ces installations-là sont assez anciennes. Donc voilà le décor général planté. Alors, il s'agit pas d'un unicum. On connaît ailleurs dans le monde romain des cas où des camps où l'armée est revenue successivement installer des camps au même emplacement. À partir du moment où le lieu était trouvé, c'était un lieu stratégique qui présentait toutes les configurations requises et l'armée romaine revenait systématiquement au même endroit. Et je précise dès à présent que quand l'armée quittait ces camps, ces fortifications, elle les anéantissait complètement et elle bouchait complètement les fossés, ce qui permettait ensuite de revenir sur un terrain plat. Donc la fouille qu'on a réalisée, elle est ici matérialisée par ce rectangle noir. Donc c'est une fouille de grande superficie, 12 hectares. Donc c'est vraiment un très grand décapage qu'on a pu mener sur ce terrain-là. Voilà. Donc si on agrandit à présent donc sur notre zone de fouille, vous voyez donc qu'on a pu, par rapport à l'image précédente, appréhender donc les vestiges de 3 camps. Le camp bleu très très partiellement, le camp qui est ici marqué en orange aussi à angle arrondi également très partiellement. Par contre, donc le camp marqué ici dont la fortification est marquée en rouge a pu être fouillé sur quasiment une dizaine d'hectares de surface, ce qui est assez considérable. Donc aujourd'hui, je ne parlerai que de ce camp-là qui finalement résume, on va dire, ce qu'on va pouvoir retrouver sur les autres camps du plateau de l'Otagne. Alors pour se faire une idée de ce à quoi ça ressemble, vous avez ici une photo de la fouille en cours, donc ça vous permet d'appréhender la platitude du lieu, son côté surplombant par rapport au paysage environnant, et puis le fait que quand on regarde une photo comme ça, ma foi, on voit pas grand-chose. Donc comment a-t-on bien pu percer quelques mystères de ce site archéologique? Et bien c'est en fouillant essentiellement, vous allez le voir, des structures en creux, puisqu'il n'y a pas de construction directement, construction maçonnée qui ont été retrouvées. Voilà. Pour se faire une idée de ce à quoi, alors là c'est pas une reconstitution même du site de l'Otagne, mais ça donne une petite idée de ce à quoi ça pouvait ressembler. Donc un fossé, une palissade et donc des tentes alignées à l'intérieur de cette enceinte. Donc ce camp, on va rentrer un petit peu plus dans les détails pour comprendre à la fois son fonctionnement et la façon dont il a été aménagé. Donc pour commencer, on va parler du fossé d'enceinte, puisqu'à chaque fois ces traits noirs que vous voyez qui permettent de délimiter les enceintes, en fait, ce sont les emplacements des fossés qui délimitent le camp. Donc ce fossé, on a pu en dégager partiellement 2 pans sur une longueur d'environ 1 kilomètre. Si on additionne le tronçon qui repart en bas de l'image et puis ce tronçon qui traverse donc l'image en diagonale. Donc il s'agit de fossés de grande dimension au profil tout à fait caractéristique. Alors ici, le profil est très très caractéristique. C'est un profil en V, très peu érodé. Il faut dire que on est sur des camps qui ont fonctionné pendant peu de temps. Et un fossé, quand on le creuse, il a une forme initiale, et puis au fur et à mesure de l'érosion du temps, il va prendre une forme plus arrondie. Donc ce sont des fossés
et particulièrement donc sur ce camp-là de grande dimension, puisqu'ici, à l'ouverture, donc en haut, on est sur une largeur de 5 mètres et la profondeur du fossé de 2,50 m. Voilà. Donc dans le cadre du camp F, on imagine un fossé creusé sur une longueur d'un peu plus de 2,5 km sur une profondeur de 5 mètres. Donc il s'agit d'un mouvement de terre important, supérieur à 10 000 mètres cubes, donc des travaux d'aménagement qui sont quand même assez lourds. Alors si on regarde une stratigraphie donc de ce fossé, ici donc on a fait une coupe, on voit le profil du fossé et les matériaux qui ont servi à le remplir. Et dans un certain nombre de cas, dans ce fossé, on a fait des observations intéressantes, en particulier que du côté intérieur du comblement, on retrouvait des couches de gravier. On retrouvait des couches de gravier, alors que sur la partie ici à droite de l'image, on retrouve des couches qui sont vierges de gravier, comme si tout le gravier avait été mis du côté intérieur du camp et que du limon avait été mis du côté extérieur du camp. Donc on a réfléchi un peu donc sur cette question-là qui revient donc dans plusieurs sondages réalisés dans le fossé et on en est arrivé donc à la conclusion assez ferme que l'armée romaine en creusant donc ces fortifications, ça on l'a très bien vu, a traversé deux couches, une couche limoneuse et une couche gravillonneuse, beaucoup plus avec un matériau beaucoup plus compact. Et l'armée a pris soin en fait de séparer les deux matériaux qu'elle a rencontrés en mettant à l'intérieur du camp pour constituer le rempart les graviers qui offrent une bonne portance, certaines capacités d'autocompactage aussi, donc quelque chose de tout à fait intéressant pour construire un rempart qui en l'occurrence était un rempart de terre, armé d'une palissade, mais un rempart de terre, alors qu'à l'extérieur, une petite quantité de limon, probablement inférieure, a été placée donc à l'extérieur pour former un obstacle dans la fortification extérieure, qu'on appelle dans le langage militaire récent une contre-escarpe, ou dans le langage militaire antique un contre-aguerre, puisqu'on appelle le rempart en langue latine la guerre. Donc voilà une première observation intéressante donc sur la façon dont l'armée romaine a donc conçu sa fortification. Et donc ensuite, au moment donc où ils ont quitté le camp, ça c'est très bien expliqué par les textes, systématiquement, l'armée condamne sa fortification, donc elle va rejeter les matériaux. Donc les légionnaires qui avaient péniblement donc creusé le fossé, eh sont invités au moment de quitter le camp à le reboucher donc avec les matériaux. Et donc pour nous autres archéologues, vous voyez qu'on arrive malgré tout, même si le rempart n'est pas conservé, à imaginer un certain nombre d'éléments le concernant. Donc voilà en ce qui concerne le fossé lui-même. On a retrouvé aussi donc une interruption au milieu de ce fossé, accompagnée donc d'un petit diverticule à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle, ce qui est connu, alors la forme est assez rare sur ce type de site archéologique, mais ce qu'on appelle une porte en clavicula, en clavicule, et dont on a essayé donc de reconstituer le fonctionnement. Donc, ce que vous voyez pour l'essentiel, donc, ce sont des fossés. Hein. On a une interruption du fossé principal et une petite avancée en L du fossé. Et vous voyez donc dans la partie centrale de l'image, on voit un certain nombre de petits trous qui correspondent en fait à des trous de poteaux. Alors il s'agit de trous de poteaux. Alors, les archéologues sont familiers de ces trous de poteaux puisque parfois on retrouve des maisons construites en bois et qui sont marquées par ces poteaux. Mais ceux-ci présentent la particularité d'être extrêmement profonds puisque certains de ces trous de poteaux descendaient jusqu'à 2,50 m de profondeur. Voilà. Il y avait une taille à l'ouverture de l'ordre d'1 mètre. Quand on a commencé à fouiller le premier, on pensait fouiller des puits. Vous voyez. Pourquoi? Parce que l'armée romaine, pour creuser ces trous de poteaux, a cherché à atteindre la couche de gravier qui offre une portance importante. Et donc vous allez comprendre pourquoi,
puisque donc ce qu'on peut restituer, donc évidemment, c'est les talutages autour, talus de gravier ou talus de terre, mais également donc des poutrages de bois qui permettaient de supporter ce qu'on connaît très bien dans les camps romains et que représente d'ailleurs, je crois, l'illustration d'Astérix, c'est-à-dire une tour-porte montant assez haut et nécessitant donc des ancrages très en profondeur. Donc vous voyez ici très schématiquement ce à quoi ça pouvait ressembler. Ici, on a travaillé sur des évocations un petit peu plus poussées. Donc vous avez en haut à gauche de l'image une restitution colorée de ce que je viens de vous montrer. Et en partie centrale, donc avec une collègue au sein de notre équipe Mosaïque Archéologique, qui est aussi illustratrice, qui a donc avec l'équipe archéologique travaillé à une reconstitution visuelle de ce à quoi pouvait ressembler cette tour-porte. Donc il s'agissait comme souvent donc dans ces entrées de camp, d'une porte à deux passages. Vous voyez, il y a deux portails. Il y a un garde sur un des portails, il y a un autre garde. Il n'y a pas d'autre garde, mais on voit les battants ouverts sur l'autre, puisqu'il fallait permettre à l'armée de pouvoir simultanément aux troupes rentrer et sortir à l'intérieur du camp. Vous allez voir, je vous ai évoqué la dimension des camps. On est quand même en présence d'armées avec beaucoup de monde. Donc on doit pouvoir se préoccuper, notamment si le camp est attaqué, de pouvoir faire sortir des troupes et simultanément de pouvoir en faire rentrer. Donc voilà pour la porte. Si on rentre à présent à l'intérieur du camp, petite observation intéressante, juste derrière le fossé, on a systématiquement une zone qui est totale de 5 mètres, qui est systématiquement vierge de tout vestige. Et en fait, c'est le négatif du rempart de terre qui a complètement disparu, puisque je vous l'ai expliqué, quand ils ont quitté le camp, ils ont complètement béné en fait le rempart, qui était donc large de 5 mètres à sa base, à l'intérieur du fossé. Et au-delà de cette zone, vous voyez, c'est deux aires de forme un petit peu biscornue, correspondent en fait à des restes partiellement conservés de ce qu'on appelle la via sagularis, c'est-à-dire c'est une voie bien aménagée avec des pierres et des graviers, qui est généralement installée à l'intérieur de ces camps et qui permet en fait aux troupes de pouvoir circuler au pied de la fortification à l'intérieur du camp. Donc ici, voilà aussi un autre endroit où on a retrouvé des concentrations de gravier. Donc on voit que dans la constitution de ces camps, il y a une ingénierie et une organisation qui sont assez solides. Voilà. Alors quand on voit ça après décapage, vous voyez, c'est pas très inspirant, mais vous devinez au centre de l'image une bande de gravier et de galets qui correspond donc à la via sagularis. Là où il y a la mire, une zone d'environ 5 mètres qui correspond au négatif du rempart. Et le fossé, il apparaît complètement à gauche de l'image, mais on l'a pas encore vidé. Donc il est encore plein de son comblement, ce qui voilà, nécessite une petite explication de texte quand on montre ce type d'image. Donc à l'intérieur du camp lui-même, qu'est-ce qu'on retrouve? Pas de construction, pas de mur, pas de traces de poutrage de bois, mais on retrouve en très grande quantité, notamment des fosses et des fours. Vous allez voir surtout beaucoup de fours à l'intérieur de ces camps. Alors ici à l'image, donc vous avez, je ne sais pas si le contraste de l'écran est suffisant pour le voir, mais des pois rouges qui correspondent à des fours et des pois verts qui correspondent à des fosses. Voilà, donc en tout, on a retrouvé 107 structures, alors que j'indique ici comme rubéfié, je devrais dire thermo-rubéfié, c'est-à-dire rougi par le feu, donc en gros 107 fours. Donc il y a 103 fours du type que je vous montrerai tout à l'heure, un fumoir, un possible fumoir à viande, dont je vous parlerai tout à l'heure aussi,
ainsi que trois traces de foyer. Alors à quoi ils ressemblent ces fours? Je vous ai dit qu'on a retrouvé, on en a retrouvé plus de 100. Alors ils sont plus ou moins bien conservés. Alors celui-ci fait partie des plus intéressants parce que d'une part il est très bien conservé et en plus donc il est doté sur le côté d'une petite meule à grains qui est intéressante puisqu'elle nous permet de raisonner sur son fonctionnement. Donc on a d'une part une partie rougie ici à droite de la photo principale qui correspond à la zone de chauffe elle-même. On a donc également une fosse d'accès à l'intérieur desquelles les soldats se mettaient pour, vous le verrez, pour pouvoir manier le feu. Et puis alors dans quelques cas, mais là c'est assez exceptionnel, parfois la meule abandonnée sur place, puisque, et ça concorde avec ce que les textes nous disent, les légionnaires recevaient à cette époque en solde de l'argent, des pièces, mais aussi du grain et pas de la farine. C'est-à-dire que ils avaient ce grain qu'ils pouvaient transporter, qui peut se conserver pendant une longue durée, et donc le grain était moulu au pied des fours, grâce à ces petites meules à grains qui sont d'ailleurs exactement les mêmes meules à grains que celles qu'on pourrait retrouver par exemple sur le site de Marinesque à la même période. Donc ici vous avez sur ce plan la sole, ici donc le trou, la fosse de travail, et ici une petite logette dans laquelle la meule à grains était installée. Vous avez ici, alors évidemment je vais vous faire grâce de la série de tous les fours, mais ici quelques fours intéressants. Celui-ci est particulièrement grand. Ils sont intéressants aussi ces fours parce qu'au moment où l'armée a quitté les lieux, bon, elle a comblé les fossés, mais elle a également comblé toutes les fosses de ces fours. Et on retrouve donc toutes les poubelles du camp à l'intérieur des fosses des fours. Et en particulier, vous allez le voir, des quantités assez considérables d'amphores, parfois aussi des galets. Alors des galets qui, vous verrez, nous interrogent parce qu'on a des gros galets qui sont présents ici et on s'interroge évidemment sur la fonction qu'ils ont pu avoir. Donc vous voyez ce four, sur la photo en partie haute, on a la sole, la partie qui chauffait, la fosse d'accès, mais qui ici a été complètement bouchée par les poubelles du camp. Et vous voyez donc ici ce four en fin de fouille. Alors, comme il s'agissait d'un four assez grand, donc vous avez la sole. Ici, on voit l'amorce des parois du dôme. Vous allez le voir, il y a un dôme au-dessus de ces fours pour permettre une cuisson à l'étouffer. Vous voyez ici donc l'ouverture du four, la fosse de travail. Alors une petite banquette sur le côté qui correspond, ça on n'a pas pu trop trancher, soit c'est une banquette sur laquelle la personne à l'intérieur de la structure s'asseyait, soit une petite marche parce qu'il s'agit d'une fosse assez profonde. Et ici on suppose, même si on n'a pas pu totalement le prouver, qu'il s'agissait de l'emplacement où était installée cette petite meule qui était par contre conservée dans le four précédent. Alors à quoi ils ressemblaient ces fours? Alors évidemment on s'est posé la question, donc on est allé voir dans les données un peu anthropologiques ou traditionnelles comment ça pouvait fonctionner. Donc vous voyez ici des fours du Maghreb, des fours et ici à galettes complètement constitués de terre, hein, puisque en fait ce qui est utilisé pour faire le dôme du four, c'est la terre prélevée localement et puis chauffée qui suffit pour développer ce dispositif. Donc voilà ici donc une comparaison entre guillemets ethnographique de la façon dont ça pouvait fonctionner. On a évidemment réfléchi sur les différentes étapes, le creusement de la fosse d'accès, donc on lit l'image de haut en bas, le creusement de la fosse d'accès, l'aménagement de la zone elle-même avec la sole du four, la constitution du dôme, et puis une fois que tout ça donc a fonctionné, que le camp est abandonné, les légionnaires arrivent, rasent tout et précipitent tout donc à l'intérieur du four. Alors j'aurais bien aimé vous montrer une expérimentation qui a été faite
récemment donc par ma collègue Magali Kielb, sur la fouille elle-même, puisque alors on a été amené à faire récemment une campagne de fouille, alors un petit peu plus petite que celle que je vous ai présentée, mais il nous a resté, il est resté un ou deux jours de battement à la fin de la fouille, qui a permis en fait de faire de l'archéologie expérimentale, donc de creuser une fosse, d'aménager donc un dôme et de faire une cuisson expérimentale de pain. Alors, j'aurais bien aimé vous le mettre, mais malgré nos efforts avec Christophe, on n'a pas réussi à se connecter, mais vous pouvez retrouver ça sur la chaîne YouTube de Mosaïque Archéologie, donc où il y a une petite vidéo très courte de 2 minutes qui montre tout le processus de reconstitution et d'expérimentation qui a pu être fait sur ce four et qui est finalement de l'archéologie en marche, puisque les collègues ont pu comprendre un certain nombre de points de détail sur le fonctionnement de ces fours. Voilà. Là encore, notre illustratrice a pu travailler pour essayer d'imaginer ce à quoi ça pouvait ressembler. Donc vous retrouvez ici la fosse, un légionnaire en train de préparer la cuisson d'un pain ou d'une galette, une petite meule, et puis en arrière les tentes, puisque notre hypothèse, vous allez le voir un petit peu plus tard, c'est que ces fours étaient mis un peu à distance des tentes pour des raisons de sécurité, incendie, qui ne vous échapperont pas. Voilà. Donc, on pourrait en montrer des dizaines et des dizaines de ces fours, ils se ressemblent tous. Ils sont connus à l'époque romaine, on les retrouve aussi dans des armées à des périodes beaucoup plus récentes, puisque ce type de modèle de four, on le retrouve encore à l'époque moderne, en quelque sorte, le four du soldat en campagne. Voilà. Par contre, donc au milieu de tous ces fours de même morphologie, on en a retrouvé un peu particulier qui est de forme quasiment carrée, beaucoup plus profond que les autres. Donc ça fait déjà deux différences par rapport aux autres. Autre particularité, alors malheureusement vous le verrez mal sur cette image, mais les parois ont pas forcément toujours rougi. À des moments, elles ont verdi. Elles se sont vitrifiées, ce qui nous indique assez clairement que ce four était complètement fermé à certains moments. Il n'y avait pas d'apport d'oxygène. Donc il n'y a pas eu d'oxydation, puisqu'il n'y a pas apport d'oxygène, donc il n'y a pas d'oxydation. Voilà. Et donc c'était évidemment volontaire, pardon, de la part des personnes qui s'en sont occupées. Donc on a émis l'hypothèse donc d'un fumoir à viande et pour essayer de vérifier cette hypothèse, donc on a fait des prélèvements dans la couche du fond, qui est une couche, les résidus en fait de bûches, du combustible qui a été utilisé pour ce four. Et donc on a retrouvé des concentrations extrêmement fortes de graisse animale qui semblent confirmer notre hypothèse et que donc à l'intérieur du camp on fumait de la viande. Alors c'est intéressant d'ailleurs d'ouvrir une petite parenthèse sur ce point-là parce que autant sur cette fouille on a retrouvé énormément de céramique, particulièrement dans le fort, je vais en reparler. On a retrouvé énormément de graines, de résidus, de ce qui servait à faire le pain. On a retrouvé beaucoup d'objets en métal. Par contre, on n'a quasiment pas retrouvé d'ossements animaux. Ce qui n'est pas normal en archéologie, puisque dans ce type de milieu-là, normalement, dans un habitat, on va retrouver des restes osseux des animaux qu'ils ont mangés. Mais là, c'est une centaine de fragments d'ossements animaux. Alors il y a quelques problèmes de conservation sur ces terrains de l'Eus qui décarbonatent les eaux, mais ça suffit a priori pas pour expliquer la disparition de la rareté de ces ossements. Et donc on pense que la viande fraîche circulait très peu sur le camp. Et que la viande, c'est évidemment une hypothèse, qui circulait était gérée selon des protocoles assez particuliers, et en particulier fumée ou salée. Si on imagine une armée de plusieurs milliers d'hommes
à qui on distribuerait des beefsteaks, des côtes de porc, vous imaginez bien que ça pose un problème, ça posera un problème sanitaire. Donc notre hypothèse est celle-ci, et donc on a toute une réflexion aussi sur la diète des soldats, parce qu'aujourd'hui il nous manque quand même dans nos reconstitutions des protéines, des sources de protéines pour ces soldats. Alors j'en reparlerai un petit peu plus tard. Voilà, donc les informations apportées par ces fours, vous voyez, il y a les fours eux-mêmes. On retrouve évidemment énormément de graines à l'intérieur de ces fours. Alors on a eu une surprise qui est que, alors évidemment on trouve beaucoup de blé, mais en fait la céréale qu'on retrouve le plus c'est de l'orge. Bon, vous allez me dire, bon, c'est normal, c'est une céréale courante, mais ça pose un petit problème. Je vais rapprocher peut-être le micro. Vous entendez bien? Euh, Ça pose un petit problème parce que l'orge, dans les textes qui parlent de l'armée romaine, est généralement présenté comme une punition. Voilà. Ça revient de façon récurrente. Le soldat est puni, il a de l'orge. Ou César qui dit mes soldats sont remarquables parce qu'ils ont enduré la consommation d'orge sans rien dire. Voilà, donc ça nous a posé donc question. Et aujourd'hui, l'idée qu'on a, c'est probablement que il devait y avoir quand même des problèmes de ravitaillement pour se procurer dans nos régions exclusivement du blé. Donc, ils devaient fournir, d'après ce qu'on retrouve dans les proportions de graines qu'on peut retrouver, constituer des pains mixtes avec une farine de blé mêlée de farine d'orge, ce que semble d'ailleurs confirmer des analyses récentes faites sur d'autres pains d'époque romaine, où on a l'impression que c'est quelque chose d'assez courant. Alors donc ces fours à l'intérieur du camp, donc ce sont des sources pour reconstituer finalement la vie quotidienne des soldats, mais ce sont aussi des sources pour essayer de comprendre un petit peu comment, malgré tout, même si on ne retrouve pas de construction, les soldats étaient logés, comment tout ça a été organisé, en particulier autour du contubernium, les contubernia, qui est la tente en fait du légionnaire, l'unité de base de la légion, puisque donc il faut savoir que dans l'armée romaine, donc un contubernium c'est grosso modo 10 soldats. Alors 10 soldats qui sont jamais tout le temps dans la même tente, parce qu'il y a des tours de garde. Donc la tente, elle n'est pas prévue pour abriter 10 soldats, elle est prévue pour abriter 3, 4, 5 soldats. Donc à une certaine dimension, on en reparlera. Elles sont évidemment installées les unes à côté des autres. Et donc ce qu'on a cherché à faire sur le site de l'Otagne, c'est à comprendre comment ces tentes, où ces tentes pouvaient être installées, comment elles étaient organisées. Alors petite parenthèse d'ailleurs, alors ça c'est pas une meule, c'est pas des meules qui proviennent du site de l'Otagne, mais des meules qui viennent de sites donc à Strasbourg et d'un camp situé en Allemagne, et qui sont justement des meules à grains similaires à celles que vous avez vues, qui permettent de broyer les céréales au pied des fours, et alors qui sont intéressantes puisque elles portent très explicitement, en tout cas pour celle du bas, la mention du CON Britonis, Con Britonis, qui est l'abréviation pour le contubernium de Britonis. Voilà. Un contubernium de l'armée romaine, c'est 10 hommes qui avancent ensemble, qui ont une mule commune et qui ont sur la mule aussi une meule. Et cette meule, il y a des dizaines, des centaines de contubernia, on la marque parfois. Alors nous à l'Otagne on l'a pas retrouvé, mais en l'occurrence Britonis, qui était peut-être le chef de son contubernium, avait marqué ici la meule de son contubernium. Donc les fours, on s'est évidemment intéressé à leur disposition, et on s'est très vite aperçu lors de la fouille qu'ils se présentaient sous la forme d'alignement. Il y avait une régularité plus ou moins nette selon les secteurs dans la disposition de ces fours. Et donc vous voyez ici
quelques lignes qu'on a pu tracer, qui est donc la première partie de l'exercice auquel on s'est livré pour essayer de comprendre tout ça. Alors, ce qui est intéressant ici, au-delà du fait que les fours sont alignés, et il y a parfois 10 fours qui sont alignés, c'est qu'on a aussi des espaces de vide à l'intérieur du camp, et c'est pas des vides liés à une mauvaise conservation des vestiges, c'est des zones qui sont des zones en creux, où archéologiquement les choses doivent être très bien conservées, mais c'est tout simplement des zones dans lesquelles il n'y a pas de vestiges de four, et d'ailleurs globalement on retrouve quasiment pas de mobilier. Donc vous le verrez plus loin, on suppose que c'est des zones destinées au parcage des animaux, puisque l'armée romaine, eh ben, elle est accompagnée d'un grand nombre d'animaux, et ils prennent de la place aussi, il faut pouvoir les parquer à un emplacement précis. Voilà, donc le travail qu'on a fait nous a permis au final de déterminer ce qu'on a représenté donc sur l'image de droite comme des zones chaudes, c'est-à-dire des zones avec des fortes concentrations de fours. C'est les images qui sont les zones qui sont marquées en rose et des zones froides qu'ici on a marqué en vert sur le plan. Donc on voit que quand on essaie de simplifier la lecture de ces vestiges, on voit quand même un certain nombre de cohérences apparaître. On voit aussi en filigrane apparaître, et ici c'est marqué en beige sur l'image de droite, des zones totalement vierges de vestiges qui correspondent évidemment aux axes de circulation à l'intérieur du camp. Vous voyez que ici, je ne sais pas si oui, on voit donc dans l'axe de cette porte en clavicula une voie, et aussi ici très nettement une autre zone totalement vierge de vestiges qui correspond donc à une autre des voies de circulation à l'intérieur du camp. Il y en avait évidemment plusieurs. Voilà. Alors, on a travaillé pour essayer de placer donc les tentes à l'intérieur de ces dispositifs en reportant donc ce qu'on appelle le système des centuries. Donc les centuries, c'est quoi? Ben, c'est des unités de 100 hommes, hein, environ, hein, parce que c'est pas forcément toujours 100 soldats, ça peut être un petit peu différent de ça. 100 hommes, donc 10 tentes, puisqu'un contubernium, c'est 10 personnes, 10 fois 10, 100, voilà. Qui généralement se faisait dos à dos, c'est-à-dire que là, quand on regarde cette image-là, en fait, il faut imaginer deux rangées de tentes les unes à côté des autres. Vous voyez systématiquement, donc on a reporté aussi ici devant, alors ça se voit hélas pas très bien, mais deux tentes plus grandes, puisqu'en fait le chef de la centurie avait sa tente particulière. Et le chef de la centurie, ça on le sait tous bien, c'est le centurion, qui donc commandait ces unités d'une centaine d'hommes. Voilà, donc on a ici donc reconstitué plusieurs implanté donc plusieurs séries de tentes en recherchant donc un autre module de l'armée romaine. Alors là, on va passer sur une échelle plus large. Donc une centurie, c'est 100 hommes, et l'unité du dessus, c'est la cohorte. La cohorte, c'est 600 hommes. Donc c'est 6 rangées de tentes les unes à côté des autres. Et donc c'est la proposition ici qu'on fait. Une cohorte ici, une cohorte ici, une cohorte ici. Et donc vous voyez ici, on reconstitue dans cet espace-là les emplacements. On suppose la présence d'au moins 6 cohortes, 5 de ce côté-là et une de ce côté-là. Donc 600 hommes, donc 6 cohortes fois 6, ça fait 3600 hommes qui seraient installés dans ce périmètre-là. Voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée, un ordre de grandeur sur les personnes qui étaient présentes à l'intérieur de ce camp. Alors à côté, bien entendu, des vestiges, on a retrouvé aussi des objets en métal. Alors le camp n'a pas été attaqué, n'a pas été un lieu de bataille, il n'y a pas eu d'abandon précipité. Donc malheureusement pour nous, on n'a pas retrouvé d'éléments spectaculaires d'armement. Vous allez voir, on n'a que des bribes d'objets en métal, pas d'épée, pas de casque. Tout a été emporté par les soldats. Mais par contre, on a quelques objets qui sont intéressants pour réfléchir
sur les personnes qui étaient présentes à l'intérieur du camp. Vous avez ici une balle de fronde en plomb. Alors ici, elle est démesurément grande, hein, puisque vous voyez 3,7 cm. C'est pas très grand en taille. Donc ça fait partie des éléments qu'on retrouve sur les camps de cette époque-là, puisque les frondeurs qui étaient présents donc dans les armées romaines, notamment les frondeurs des Baléares, les frondeurs ébusitains étaient de redoutables frondeurs, et ils utilisaient de temps à autre, pour des tirs très précis, ce type de balles de fronde. En routine, ils utilisaient plutôt des petits galets calibrés, mais qu'on a eu du mal à identifier ici, puisque le terrain naturel est lui-même un terrain de gravier. Donc une balle de fronde en plomb ici, et j'en ai pas mis beaucoup, mais deux autres éléments d'armement offensif. En haut à droite, un trait de catapulte, une pointe de ce qu'on va appeler un scorpion, c'est-à-dire ces grandes catapultes métalliques qui permettaient de faire des tirs à longue distance. En haut à droite, une très grosse pointe de flèche. Voilà donc pour des éléments d'armement. On a retrouvé aussi, alors malheureusement la photo n'est peut-être pas la plus parlante qui soit, mais en fait il s'agit d'un piquet de tente, puisque vous voyez donc le piquet et un anneau en relation. L'anneau il est à gauche hein, de l'image, il est ici, hein, on voit la forme, on devine la forme ronde à ce niveau-là. Voilà. Et par contre, l'objet qu'on retrouve le plus, c'est des petits clous de sandales qu'on a retrouvés comme d'habitude sur les camps romains en quantité assez considérable. J'ai plus les chiffres exacts en tête sur le camp F, mais c'est plusieurs centaines de ces petits clous de sandales qui présentent la particularité souvent. On retrouve ça notamment sur les camps d'Alésia, hein, sur les camps de César, de petits motifs, alors qui interrogent beaucoup les spécialistes de la question, voilà, dont je ne fais pas partie. Voilà, donc vous voyez un de ces petits clous ici, en bas de l'image, une photo de ces clous. Voilà, qui sont un marqueur classique maintenant pour les archéologues, pour reconnaître ces camps romains. Alors la céramique, contrairement aux ossements d'animaux, elle est abondante sur le camp, en particulier donc dans le comblement des fours, avec parfois des objets vraiment brisés in situ. Donc on a pu, c'était très intéressant, donc on a pu reconstituer un certain nombre d'objets. Et comme toujours sur les camps de cette époque-là, on retrouve des proportions considérables d'amphores. Il y a très peu de vaisselle. C'est le cas à l'Otagne, sur le camp F, sur les autres camps aussi, même si on les a moins fouillés. Sur un autre camp qu'on a fouillé à Orange, au Lampourbier, sur les camps de Numan, sur les camps de Girgoudy, sur les camps d'Alésia, on retrouve des amphores, et quasiment pas de vaisselle. Alors, bien entendu, il fallait approvisionner en différents liquides, en particulier en vin, l'armée. L'idée aussi qu'on a par rapport à cette rareté de la vaisselle, c'est que finalement ils avaient peu de vaisselle en poterie sur eux. Ils devaient principalement utiliser une vaisselle métallique, en particulier des casseroles, hein, qui présentent l'avantage d'être extrêmement robustes, hein. C'est une armée mobile, donc tout est dans le pactage. Donc la céramique, elle peut se briser assez facilement. Et puis il faut parfois pouvoir faire chauffer l'eau pour la purifier. Il faut parfois faire chauffer l'eau pour préparer le repas. Donc cette rareté de ce que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire des petites poteries que pourtant d'habitude on a régulièrement sur les habitats, on l'explique en fait de cette façon-là. Alors parmi les amphores qu'on retrouve, alors ça c'est des amphores qu'on retrouve très peu. Alors les amphores c'est toujours assez passionnant parce que on voit apparaître des provenances diverses
On a des amphores qui viennent des Baléares, d'Ibiza, en bas à gauche, des amphores qui viennent du secteur de Carthage, de la Tunisie actuelle, en haut à gauche, pardon, en bas à gauche les amphores d'Ibiza. On a aussi donc, alors elles sont extrêmement rares. L'amphore que vous voyez en haut à gauche, c'est une amphore qui provient de la région des Pouilles en Italie et qui est la seule amphore, du moins sur cette campagne de fouilles là, qui ait pu contenir de l'huile d'olive. Voilà. Toutes les autres, a priori, n'en ont pas contenu. Donc vous comprenez bien que dans cette histoire, on cherche à comprendre où sont les calories, où sont les glucides, où sont les lipides, où sont les protéines. Donc, les amphores, elles nous sont très intéressantes à ce niveau-là. Et les amphores qu'on retrouve le plus, ce sont les amphores les plus connus du monde romain, qu'on appelle dans notre jargon les amphores dracellins, les amphores italiques, qui sont des amphores qui proviennent de différentes régions d'Italie. Je montrerai quelques statistiques tout à l'heure. Donc des amphores qui proviennent d'Italie et qui ont, dans leur immense majorité, donc contenu du vin. On a quelques amphores qui sont marqués, je le dis parce qu'il y a d'éminents spécialistes de ces questions dans la salle, mais des marques très simples, hein, ici d'une seule lettre, qui se trouve ici. Donc ces amphores sont très grandes, hein, il faut s'imaginer qu'elles font cette hauteur-là. Je ne crois pas qu'il y en ait au musée ici d'amphores récemment, mais c'est vraiment l'amphore emblématique de l'époque romaine. Donc ici quelques statistiques. Déjà pour vous montrer la diversité, alors le graphique est un peu complexe, mais il y a beaucoup de pattes différentes. Donc en fait ces amphores, elles viennent de beaucoup d'ateliers différents d'Italie. Elles viennent à la fois, alors toutes de la côte tyrrhénienne, donc de la côte de l'Italie qui donne du côté de la Méditerranée, donc soit au sud de Rome, donc au niveau de la Campanie, soit au nord de Rome, de la côte qu'on appelle l'Étrurie, du nom du célèbre peuple des Étrusques. Donc vous voyez ici les proportions. Donc l'approvisionnement en amphores, il se faisait par le biais donc de bateaux qui transportaient des amphores collectés auprès de beaucoup de vendeurs en Italie. Alors rapidement sur les questions de chronologie et pour là aussi pour les spécialistes. Alors, il y a ces amphores elles évoluent dans leur forme, c'est-à-dire qu'une amphore d'SR1 qui date de 100 avant Jésus-Christ n'a pas véritablement la même forme qu'une amphore SL1 qui date de 60 avant Jésus-Christ. Et donc c'est un des principaux arguments sur ce camp, mais aussi sur les autres, pour dater ces camps aux alentours d'une période située entre 80, 60 avant Jésus-Christ, 75, 50. Disons que je vous parlais au début de la conquête vers 120 avant Jésus-Christ et de la guerre des Gaules. On est plus proche de la guerre des Gaules que de l'époque de la conquête sur le site de l'Otagne. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, et désolé pour la magnifique faute d'orthographe à la première ligne, j'ai fini le PowerPoint à 17h02. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que donc ces camps sont des camps temporaires, des installations qui ont fonctionné donc entre quelques jours et quelques mois, puisque le grand camp que j'ai présenté, vous voyez la fortification, là il faut imaginer évidemment plusieurs semaines, on ne constitue pas ça en un claquement de doigts. Il y a peu de structures archéologiques, ce qui finalement explique que pendant longtemps, en fait, ces camps, on n'a pas su les trouver, parce que l'Otagne est évidemment pas une exception. Il doit exister d'autres camps de ce type-là, mais ils sont difficiles à repérer. Ces camps, ils se succèdent à un même emplacement, pour des raisons de logique militaire qui n'échappent à personne. Et le grand camp, donc, que vous avez vu, que je vous ai présenté, donc, à partir du travail qu'on a fait, on en a discuté avec, notamment, on a travaillé sur cette question avec Michel Rédé, qui est célèbre archéologue qui a fouillé le site d'Alésia.
Et on est d'accord sur le fait qu'on est sur des camps, ce grand camp, c'est un camp probablement de 2 légions, donc qui abritait de l'ordre de 10 000 hommes. La reconstitution qu'on a présentée tout à l'heure, je vous ai dit 3500, 3600 hommes sur un espace d'une dizaine d'hectares, colle assez bien là-dessus, attendu qu'en fait, il faut pas multiplier ici 3600 par 4, parce qu'il faut imaginer qu'au milieu de ces camps, il y a toute une grande zone qui est dévolue au commandement, notamment, aussi aux infirmeries. Voilà. Donc aujourd'hui, voilà, notre hypothèse, je pense qu'elle est assez étayée, mais bon, peut-être que des recherches futures viendront nous contredire. Voilà, et je finirai cette présentation en revenant aux questions historiques. Évidemment, 5 ans au même endroit, à un emplacement stratégique. Avec quels grands événements de l'histoire on peut les relier? Donc, dans le secteur, on en connaît principalement 4 de par les textes. Alors un dont la localisation est sujette à débat, celle qu'on appelle la bataille de la Confluence. Alors là, on est vraiment sur le début de la conquête romaine. L'époque où Domitius Aenobarbus, le Domitius qui a donné son nom à la voie domitienne, rentre en Gaule avec ses armées et envoie donc un de ses corps d'armée commandé par, si ma mémoire est bonne, Fabius Maximus Allobrogicus, donc combattre notamment les peuples allobroges dans une bataille que les textes situeraient à la confluence du Rhône et de l'Isère. Or, la confluence actuelle du Rhône et de l'Isère, elle est située immédiatement au nord de Valence. Mais il y a des gens des chercheurs qui discutent sur l'identification. Donc, l'Isère est appelé Isar, et donc pour certains chercheurs, il faudrait rechercher l'Isar plus au sud. Voilà, enfin, c'est des débats dans lesquels il est peut-être pas forcément intéressant de rentrer aujourd'hui. Un autre candidat possible, c'est un épisode que l'archéologie est en train de redécouvrir aujourd'hui, qui est l'épisode qu'on va appeler les guerres cimbriques. Donc différentes batailles qui se sont déroulées donc dans nos régions et particulièrement à Orange, où on a la certitude que on a bien retrouvé un camp d'une de ces batailles liées aux guerres cimbriques. Donc lors de ces épisodes-là, il est possible que le grand général Marius soit remonté jusqu'à cette zone-là. Donc c'est un candidat possible pour les camps de l'Otagne. Autre épisode, alors celui-ci est moins connu, il n'est pas lié à de grands généraux, mais c'est ce qu'on appelle la révolte de Catuniatos. Donc là, il faut s'imaginer que ça fait 60 ans que l'armée romaine est installée dans la région, donc la domination est là. On sait de par les textes, et en particulier de par Cicéron, que les Romains font peser un lourd impôt sur les peuples gaulois et que ça provoque donc un certain nombre de révoltes dans les peuples locaux. Entre autres motifs, puisqu'on imagine fort bien que les peuples gaulois devaient, pour une partie, voir d'un mauvais œil la présence des troupes romaines sur leur sol. Et en particulier, donc, il y a plusieurs textes donc qui évoquent cette révolte de Catuniato. C'est une grande bataille qui se serait déroulée dans une ville qui est appelée Solonium. Or, de l'autre côté du Rhône, à quelques kilomètres à vol d'oiseau, existe un site, un oppidum proto-historique, mais manifestement occupé à cette époque-là, qui s'appelle Soyons. Donc il y a un rapprochement qui a été fait avec le site de Soyons pour proposer éventuellement que cette bataille entre donc l'armée romaine et de nouveau des révoltes à l'Aubroge se soit déroulée donc dans le secteur de Valence. Et enfin, dernier épisode possible, évidemment la guerre des Gaules, donc les différentes campagnes menées par César. Alors évidemment, il n'y a pas de grand conflit à l'époque de la guerre des Gaules. Christophe l'a dans notre région et dans la région de Valence.
les batailles, elles sont beaucoup plus au nord. Mais il y a quand même un certain nombre d'événements et de soulèvements, micro-soulèvements locaux qui ont pu se passer et qui justifieraient donc la constitution d'un camp. Et en particulier, les textes évoquent, alors un peu au détour d'autres événements, la révolte des Helviens. Alors les Helviens, c'est pas les Helvètes, hein, c'est les Helviens au sens des Ardéchois de l'époque, puisqu'à l'époque, le peuple qui vivait donc en Ardèche était appelé les Helviens. Voilà. Donc ce qu'on sait aujourd'hui, donc si on regarde la question des datations, c'est que on a des camps sur la partie basse, la chronologie en partie basse de cette diapositive. On n'est pas certain pour le moment d'avoir des camps sur la chronologie haute, et donc ce sera donc un des enjeux des recherches futures que mèneront les archéologues sur ce plateau, d'essayer de préciser ces datations, d'essayer aussi de trouver des moyens de dater plus précis, beaucoup plus précisément ces sites, voilà, qui vous le voyez donc sont marqués par peu de vestiges, mais qui éclairent un petit peu de cette histoire, ce pan d'histoire quand même un peu pivot dans l'histoire française. Voilà, je vous remercie de votre attention.